le conseil de développement, qui est une instance consultative, qui travaille sur un sujet actuellement qui est l'accueil de population et les qualités de vie. C'est une instance composée d'habitants, d'associations et autres, et qui a pour vocation de rendre ses travaux auprès des élus pour être de l'aide à la décision, d'accord, en termes d'aménagement, en termes d'économie, pas mal de thématiques. Donc le CODEV travaille sur l'accueil de population et qualité de vie à travers 3 axes. Comment se déplacer, comment habiter et comment travailler. Là, on continue une séquence de webinaires. Donc la semaine dernière, on avait pu rencontrer l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine de Toulouse, donc la UAT, qui nous avait fait un focus essentiellement sur la notion de travail et le numérique, quel impact il a pu avoir en tout cas sur ces enjeux-là, mais aussi de l'habitat. Et là, ce soir, en fait, on reçoit Dominique Gilbon, qui a été un des précurseurs, en tout cas, de l'habitat participatif sur notre territoire, notamment au hameau de Manche-Pomme, accompagné également de Roland Breffel, qui est aussi alors c'est pas le hameau de Manche-Pomme, mais qui est dans le même quartier, et qui ont du coup développé des projets d'habitat participatif. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Dominique et à Roland pour vous présenter très rapidement, aussi sur vos activités associatives. Et puis après, peut-être de débuter un petit peu par l'origine un peu de vos projets. Allez, je laisse la parole. Oui, bon, c'est vrai que c'est des projets qui, pour nous, au niveau du hameau de Manche-Pomme, ont commencé dans les années 80 et concrétisé vraiment en 85, quoi. Et ça s'inscrivait dans une certaine logique de communication entre adultes, puisqu'on avait pour la moitié des gens nos enfants à la Prairie, à l'école de la Prairie à Toulouse, et que nos discussions normales sur la vie et sur l'éducation nous ont amené à dire, et si on imaginait un vivre ensemble qui soit pédagogique, qui soit plus actif et qui permette d'avoir une mainmise beaucoup plus sur les choses qui nous entourent. Et donc on était 7 parents de la Prairie, et il est arrivé après 5 personnes du milieu universitaire, une personne par relation personnelle et 2 autres par communication de la mairie. Ce qui fait qu'on est 15 maisons qui, depuis donc maintenant presque 40 ans, fonctionnent je dirais en autogestion, si on veut dire, sur ce territoire. Bon, moi, au niveau associatif, je m'investis beaucoup dans l'environnement parce que je suis co-président des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, mais je fais partie aussi de l'association Au Secours pour tout ce qui est la problématique de l'eau. Je fais partie aussi des commissions consultatives des services publics locaux du SICOVAL, mais aussi du conseil départemental dans le réseau 31 et d'autres, et de DECOSET pour ce qui est de la problématique déchets. Et puis, je vais aussi un petit peu avec Roland, on a monté Caracol, une petite association qui bouge un peu quand même sur le secteur ramonvillois. Et on travaille actuellement sur la sécurité sociale de l'alimentation et la création, on pense, d'une épicerie sociale dans un délai qui paraît être intéressant. Voilà, il y a d'autres choses, mais je fais aussi partie du collectif La Maison à Ramonville qui vient d'avoir enfin une reconnaissance de l'occupation, puisque le bail emphytéotique a été signé la semaine dernière par le président du SICOVAL. Et donc, on est maintenant, je dirais, dans les lieux sans être ni une ZAD, ni un squat, ni voilà. Et je pense que c'est porteur aussi, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, de toute une dynamique qu'on essaye d'orienter vers l'économie circulaire. Mais bon, c'est tout un sujet sur lequel il faut parler. À toi, Roland. Moi, je m'appelle Roland Breffel. J'habite à Louvert-du-Canal, qui est un habitat participatif. On y habite 2013. Il s'agit sur un terrain de 1900 mètres à peu près 8 logements, donc 8 foyers, 13 adultes, 10 enfants. C'est un terrain qui est voisin du hameau de Manche-Pomme. Voilà, ça a été mitoyen. Mitoyen. Ouais. En fait, on y habite depuis 2013, mais moi j'ai porté le projet en 2004, justement au sein de Caracol au départ. Un peu en réaction au fait que
Alors au départ, c'était un projet qui était plus tourné vers la campagne, on va dire, et puis qui après a évolué au fil des ans, au fil des années. Les groupes se sont défaits pour arriver au groupe final qui habite aujourd'hui. Voilà. L'histoire de l'habitat participatif, c'est une histoire qui est quand même relativement vieille, puisque au tout départ, il y a eu les familistères, hein, avec Godin et je crois Conny aussi, je crois. Et il y a eu les castors après-guerre pour reconstruire, qui était un peu dans l'idée aussi d'un habitat et de mettre des espaces collectifs communs. Et il y avait le mouvement des lotissements autogérés dont fait partie le hameau de Mangepomme, ça c'est les années 80. Et en 2000, il y a eu un renouveau, il y a eu, on a appelé au départ les habitats groupés, puis ensuite les habitats participatifs. En 2004, c'était la croix et la bannière pour arriver à se faire reconnaître déjà. Il n'y avait aucun statut, aucun rien qui nous définissait, qui nous reconnaissait. En 2014, il y a eu la loi ALUR, aménagement et renouvellement urbain, et donc qui a reconnu 2 statuts de l'habitat participatif, donc les coopératives d'habitat et la SCIA, c'est-à-dire Société civile d'attribution. Et nous sommes en société civile d'attribution en autopromotion, donc en plus. Donc on a mis un cran de plus, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'intermédiaire, c'était nous, les futurs habitants, qui avons été confrontés directement avec l'architecte pour définir notre projet. Pardon, SCIA, SCIA, c'est Société civile d'attribution, qui a vocation à la réception des logements, à se transformer en copropriété. Mais nous n'avons pas fait ce choix, nous avons fait le choix de rester pendant 10 ans, c'est renouvelable pendant 10 ans, nous avons fait le choix de rester en SCIA. Ça définit davantage l'esprit dans lequel on a envie d'être. Voilà, donc voilà. Okay, super. Bon, après, n'hésitez pas à intervenir. Là, on est vraiment dans un format de discussion, donc vous pouvez vous poser vos questions à tout moment. Alors là, on voit qu'il y a projet années 80, projet 2004, il y a eu pas mal d'évolutions, des évolutions aussi juridiques. Peut-être dans les années 80, comment ça a été fait en fait? Quels ont été les obstacles rencontrés? Comment vous avez traversé? Alors, on a eu, il y a eu sûrement, les astres se sont mis en ligne. On a eu une chance assez étonnante parce qu'on avait effectivement un groupe déjà de 7 personnes. On a rencontré un élu de la mairie de Ramonville, Jean Guillot, qui a compris tout de suite la dynamique qui pouvait s'établir avec ce groupe de gens, et qui a trouvé un terrain et qui a poussé la mairie à établir une connexion sur ce terrain qui était une dent creuse d'un terrain qui ne pouvait pas être accédé. Bon, ils ont acheté un terrain pour faire l'accès à celui-là. On a rencontré les HLM qui, eux, étaient aussi intéressés par cette aventure, et un architecte qui était architecte à ce moment-là de la ville de Ramonville, Christian Elie, qui a bien senti le projet, et on a senti les difficultés, et il nous a proposé à ce moment-là quelque chose qui nous a un petit peu étonné en 80, des maisons en bois. C'est-à-dire qu'en gros, nous on voulait des maisons toulousaines, bien en briques, bien sûr. Là. Et lui, il est arrivé à nous convaincre que les maisons bioclimatiques étaient vraiment une préfiguration de ce qu'il fallait nous attendre à terme dans la problématique de l'énergie, la problématique de tout un tas de choses. Et donc, il a fini par nous convaincre. On n'est pas du tout déçus d'avoir cru en ces... Parce qu'on a des maisons qui sont climatisées naturellement, pratiquement, avec tout un tas de configurations pour éviter le soleil l'été, mais le récupérer l'hiver, pour avoir... je dirais une moindre emprise au vent avec un toit qui va pratiquement au nord jusqu'au sol et des maisons mitoyennes pour voilà. Il y avait tout un tas d'éléments qu'il a fallu qu'il nous fasse passer. Le projet à l'origine 80 à 85, c'est qu'effectivement ça a pratiquement mis 5 ans à mûrir. C'est plus long qu'un bébé. Hein, mais voilà, c'est une gestation qui est très longue parce que on apprend aussi à vivre ensemble. C'est pas non plus quelque chose qui est acquis dès le départ. Même après, d'ailleurs, quand on croit que c'est acquis, il y a toujours des difficultés sur le vivre ensemble. Et donc, c'est cette configuration avec les HLM donc, qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider, là, puisqu'ils font le syndic, ils occupent la place du syndic pour gérer notre
notre société, qui est une SCI, quoi, en ce moment-là, nous, il n'y avait pas tellement le choix. C'était une copropriété toute bête avec des terrains appartenant à la copropriété et des parcelles qui font à peu près 400 mètres carrés, plus ou moins 400 mètres carrés d'occupation sur le terrain. Et des maisons qui, grosso modo, en habitabilité entre 100 et 150 mètres carrés sur 2 niveaux la plupart du temps. Une qui n'a qu'un niveau, mais les autres. Dominique, une question de Cécile. Oui, quand vous dites on a appris à vivre ensemble, c'est parce qu'il y a des espaces qui sont mutualisés dans les maisons ou bien uniquement dans les espaces extérieurs? Alors, on a une maison collective, une petite salle de réunion qui est la propriété collective, et les espaces extérieurs qui sont très grands et qui sont de la propriété de la copropriété. D'accord. Mais sinon, dans l'espace privé de la maison, vous ne partagez rien. On ne partage rien. On n'a pas de. Eux, ils sont avancés un peu plus que nous. Nous, on a chacun notre maison. Mais il y avait à ce moment-là, dans les clauses, on avait on sortait après les années 70, où les gens étaient un petit peu critiques du mouvement communautaire tel qu'on a pu le vivre en 70. Donc, on n'a pas fait de charte au départ pour préciser les raisons pour lesquelles on se mettait ensemble. C'est une erreur. On leur a dit de ne pas faire la même chose, parce que ce qu'on fait après en marchant ne va jamais dans le sens positif. Souvent, il va dans un sens régressif, en disant on se protège, on se protège, on se protège, et on finit par, je dirais, banaliser un peu notre vécu, parce que pour la paix sociale, on va concéder toujours aux gens qui trouvent qu'il y a des difficultés, il y a du bruit par les enfants, il y a des étrangers qui rentrent, il y a ceci. On a un peu l'impression qu'on sera tatiné au bout d'un certain temps, et ça a été un peu moi ma critique. Avec Roland, avec Caracol, on était presque sur le point d'aller voir ailleurs, tellement, je dirais, on a eu le sentiment qu'on ne portait plus tellement un message nouveau dans notre forme de petit paradis, là, où on est très bien, mais si ça n'a pas un rôle social ni une communication qui puisse réfléchir et qui puisse donner envie à d'autres, je dirais, on passe un peu à côté de choses. Alors Dominique, je te propose qu'après on reviendra sur le retour d'expérience critique, et peut-être justement Roland, nous dire justement les freins, obstacles rencontrés au montage du projet. Donc la difficulté. Alors, j'aurais juste voulu préciser qu'est-ce que c'est pour moi qu'un habitat participatif. Ouais, tout à fait. Un habitat participatif. Alors je dis bien pour moi, hein, parce que aujourd'hui le mouvement a évolué, a changé. Il y a aussi peut-être d'autres voies possibles, mais pour moi c'est d'abord un mouvement citoyen. Et ça doit partir de la base de citoyens qui décident d'aménager un espace et de vouloir vivre ensemble, et en essayant de s'intégrer dans un endroit, dans un quartier. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est le terrain, les banques et les notaires qui connaissaient ou qui pouvaient nous proposer une structure juridique apte à fonctionner comme on souhaitait le faire. Ça, c'était le truc. On a eu la chance de trouver une banque. On a eu la chance ensuite de trouver un terrain. Donc, nous, on habite au fond d'un jardin. C'est le monsieur qui habite au début du chemin qui a vendu son fond de jardin. Voilà. Avant ça, on était juste sur le terrain à côté, toujours donc, au chemin de Mangepomme, juste à côté, qui était 3 fois plus grand. C'était un terrain qui faisait 4000 m², oui, sur lequel aujourd'hui a été construit un lotissement. Mais quand on y était, c'était en travaux, et il y avait les chalets, donc le chalet qui était là, et on leur avait proposé de faire un habitat participatif avec eux, en voulant intégrer justement, parce que c'était aussi dans notre idée de départ, intégrer des logements sociaux. Ils étaient vachement intéressés à un projet pareil, ils ne connaissaient pas trop, hein. C'était en 2010-2011, nous on a été le premier habitat participatif de la région Midi-Pyrénées. Ils ne connaissaient pas trop, ils disaient ouais, ça nous intéresse, mais ils ne savaient pas faire, hein. Et du coup, le terrain est passé sur notre nez, c'est un promoteur qui l'a acheté, etc. Je dis ça parce qu'aujourd'hui,
entre autres des chalets, mais d'autres certainement organismes, savent faire ça, arrivent à faire. Expertise qui s'est Voilà, ils travaillent, bon, vous devez certainement connaître l'anciennement AERA, et maintenant c'est Ferreville, ça s'appelle Ferreville, avec Bernard Aprenet, le philosophe architecte. Et ils ont fait la cartoucherie, un endroit de la cartoucherie, ils ont fait en ville, des Floralie, enfin, il y a plusieurs. Et j'étais là dernièrement pour rappeler les chemins de l'habitat participatif à l'Atoll, dans Toulouse. C'est uniquement un immeuble dans Toulouse avec que des locataires. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui se passent et qui évoluent. C'est très bien. Donc voilà, les freins, c'était essentiellement des freins de terrain. Tu as parlé de freins liés au notaire par rapport à une structure juridique. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre la loi Allure à ce moment-là pour faciliter avec le notaire. C'est ce qui a pris beaucoup de temps ou... Alors, nous, malgré tout, la SCA, c'est une société civile. Et ça, le notaire savait à peu près faire. Après, il a fallu trouver des compromis, des trucs pour l'adapter à notre projet. Quoi, voilà. Il a fallu concevoir en fait un statut juridique. D'accord, ok. Voilà. Et après, sur la logique architecturale, est-ce que vous avez participé avec l'architecte? Complètement. Comment ça s'est passé? Alors, c'est là où je dis, on était en autopromotion, hein, donc on n'avait pas de promoteur, on n'avait pas d'intermédiaire pour négocier, pour dire voilà. Nous, et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a chacun des appartements différents, c'est que l'architecte, donc Marie-Christine Cotinx, c'était son premier projet, évidemment, puisqu'il n'y en avait pas dans la région, c'était le premier projet qu'elle a fait. Elle a trouvé ce projet hyper intéressant et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'elle s'est attelée. Elle a bossé parce que c'était pas facile. Elle a eu affaire à chaque famille pour dire voilà, nous, on voudrait un truc comme ça, voilà, et il n'y avait rien de pareil. Hein. Et donc, oui, on a été vraiment co-concepteurs de nos habitats. Et dans la forme, et dans l'idée, et ensuite dans les matériaux utilisés. Parce que, alors, aujourd'hui, on retrouve ça dans beaucoup d'habitats participatifs, pour ne pas dire dans tous, c'est qu'il y a quand même un souci aussi de faire un habitat hyper écologique. Donc, nous, on a été lauréat de la région en 2014, je crois, je ne sais plus maintenant. On a été lauréat, donc c'était pareil, c'était le premier appel à projet pour les maisons économie d'énergie et ça venait de s'ouvrir pour les habitats participatifs. Donc, on a été lauréat. Et nous, c'était d'entrée, c'était clair, parce qu'un habitat participatif, ça se conçoit, c'est pas quand on y habite. Ça a été des réunions et des réunions et des réunions. Il y a quand même eu, je dis, on y habite en 2013 et c'est en 2010 à peu près que le groupe définitif, pas tout à fait définitif, parce qu'au dernier moment, il y en a un qui est parti et on a eu un groupe qui s'était greffé au dernier moment, mais bon, c'est un peu anecdotique. Hein. Mais le groupe s'était formé, mettons, 3 ans avant, et c'est parce qu'il faut concevoir le projet. Il faut concevoir la manière d'habiter, le vivre ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc, il faut faire une charte, un cahier des charges. Vraiment, voilà. Nous, dans l'habitat participatif, on voulait de la mixité générationnelle, parce qu'on s'est inspiré de ce qu'on avait du hameau de Mange-Pomme en disant, eh bien voilà, eux, c'est un autre contexte. Hein. Donc, c'est un constat simplement, c'est qu'ils n'avaient pas de mixité générationnelle. Ils se sont retrouvés tous à la retraite en même temps, les enfants étaient partis et ils étaient tous dans des grandes maisons. On s'est dit non, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Pas. Donc, réfléchissons à la mixité générationnelle. Mixité sociale, on est plus ou moins, puisqu'on a quand même beaucoup de droits très aidés là. Et voilà. Et puis bon, donc après, une construction hyper écologique. Donc, on a vraiment fait. C'est nous qui avons aussi imposé à l'architecte de dire voilà, nous on veut ça, ça et ça dans les matériaux utilisés, etc., etc. Et là aussi, il y a des espaces communs. Alors, il y a des espaces collectifs. On a donc 8 logements, 4 duplex et 4 simplex. Les 4 simplex, c'est pour les personnes ou couples avec petite famille ou célibataires, donc entre 70 et 75 mètres carrés. Et les duplex qui font 100, 110 mètres carrés, c'est les familles qui avaient déjà des enfants et il y en a d'autres qui sont nés après. Donc ça, c'est la partie privative avec le jardin devant, etc. Et quand on rentre dans notre habitat participatif, c'est un grand chemin, hein, parce que c'était le fond du jardin, et on arrive dans une grande cour. Et dans cette cour, il y a tous les espaces collectifs. Donc, dans les espaces collectifs, il y a un grand espace vélo. Il prend 2 garages. Il y a une salle commune avec cuisine. Il y a une chambre d'amis. Il y a une buanderie collective. Il y a un espace atelier et un cellier. Alors, je voudrais dire ça aussi, c'est que ces espaces collectifs, ils ont été possibles parce quelque part, on a rusé, nous.
Parce que pourquoi on a rusé? Parce que le PLU, en 2011-2012, il imposait aux habitants d'avoir 2 places de parking, enfin une place de parking couverte et une place de parking par habitant. Et moi, ça, je trouve ça, c'est pas normal. On a tous les espaces collectés, on a tous les transports en commun, on est pris du métro, et d'ailleurs, depuis, je crois qu'ils ont changé. Hein. Ils ont changé, voilà. Donc, je me dis, non, c'est pas possible. Donc, on a passé la conformité. Je le dis, c'est un peu mon côté rebelle, mais j'aime bien le dire. On a passé la conformité, donc il fallait montrer qu'on avait fait des garages pour les voitures, hein, mais une fois qu'ils sont partis, la conformité, on les a transformés en espace collectif. Voilà. Et ce qu'on a fait, et c'est un peu ce que disait Dominique, c'est qu'on a commencé par faire les espaces collectifs. Donc les entreprises, alors faut dire, les entreprises nous ont laissé, enfin, on a eu le choix les entreprises devaient obligatoirement faire le hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire les murs, le toit et les menuiseries. Ça, c'était imposé par des histoires d'assurance, etc. D'accord ? Mais après, tout l'intérieur pouvait être fait par les habitants. Tout l'intérieur. Vraiment tout l'intérieur. Hein, c'était un plateau qu'on pouvait nous livrer. Donc, moi, j'ai fait ce choix-là parce que je suis du métier avec un autre voisin du dessous. Mais il y en a qui ont dit, bon, nous, on va faire telle chose. Il y en a qu'un qui a fait tout faire par les entreprises, puisqu'il n'avait pas le temps, il avait un bon boulot, etc. Il a préféré. Donc, on avait ce choix-là. Pourquoi je dis ça? À cause des espaces collectifs. Et voilà. Et donc, nous, on a donc les espaces, les logements n'étaient pas encore construits. La première année, hein, on a dit, on va commencer par faire des espaces collectifs, parce que c'est à travers. Parce qu'on avait, comme je vous ai dit, on avait fait des réunions et des réunions. Ça, c'est bien, les réunions. Hein, mais on s'était confronté qu'à travers des réunions. Et on s'est dit, l'espace collectif, on va se confronter dans du concret. C'est comme ça aussi qu'on va arriver peut-être à souder le groupe. Voilà. Et donc, on a commencé par faire les espaces collectifs. Donc, on a fait les espaces collectifs tous ensemble. Ça a été un moment fantastique. Hein. Vraiment, c'est un des meilleurs moments que. Alors, santé collective, ça veut dire que moi, je suis du métier, donc on a fait tout en Orsay-sur-Bois. Guillaume a un bureau d'études et a l'habitude de gérer des groupes. Donc, on avait hyper organisé mon chantier collectif parce que pendant 30 jours, pendant un mois, il y avait 30 personnes par jour qui venaient. De tout partout, ils sont venus un peu partout. Il y avait même des Italiens, des Espagnols. Bon, c'était super collaboratif. C'était un chantier collaboratif. Il y avait des gens qui n'avaient jamais travaillé, qui n'avaient pas touché un marteau. Il y avait des gens qui connaissaient un peu. Voilà, et ça s'est super bien passé. Alors, on n'était pas seuls en plus, c'est dans les chantiers collectifs. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est que il y a les gens, les futurs habitants, mais on fonctionnait par cercle. Et entre autres, il y a le hameau de Mangepomme, qui a été un grand secours, parce que, qui était là pour nous aider. Parlant des chantiers collectifs, les repas se faisaient chez Dominique et René. Donc, c'est 30 personnes par jour, enfin, un peu plus, hein, on était plus. Donc, ça s'organise, ça ne s'improvise pas. Et il y a eu toute une organisation autour des habitants qui a fait que ça s'est très bien passé. Ce que je comprends bien, c'est que le hameau de Mangepomme, dans lequel est Dominique, a aussi eu un rôle, en fait, de retour d'expérience, déjà pour ça au départ, tout à fait. Et de participation. Et de participation et d'organisation et aussi de partage de compétences. Oui. Finalement, il y a aussi un enjeu derrière par le collectif. Mais c'était pas tout à fait par hasard qu'ils se sont installés là. Quoi. Alors voilà, il y a eu un rayonnement et donc ça a permis d'enseigner en tout cas. Un truc tout. Roland, il y a une question. Un message qui est apparu depuis longtemps là. Pardon. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Alors, donc peut-être donc une question de Jean-Pierre. Comment éviter que les terrains soient vendus à des promoteurs classiques et que de tels projets se mettent en place? Les mairies doivent-elles être motrices pour se fournir le terrain et soutenir ces projets? Bon, il y a la réponse dans les questions. Merci Jean-Pierre. C'est Dominique, si tu veux. Oui, nous, c'est effectivement sans la bourse publique, donc la mairie qui a œuvré pour rendre ce projet possible et les HLM qui ont été promoteurs particuliers, enfin, l'ensemble du montage que n'ont pas eu, hélas, l'ouvert du canal, nous, c'était vraiment sur du velours, quoi, on a pu collaborer et faire ce projet avec les critères qui étaient des critères posés par Jean Guillot, qui était quelqu'un qui avait bien senti la chose, en disant non, sur ce terrain-là, il faut que vous soyez 15, donc démerdez-vous, mais il faudrait qu'il y ait 15 maisons.
Et puis, bon, il y aura pas de clôture entre les maisons, il y aura un certain nombre de choses qui se mettent en place. C'était un peu ça, mais effectivement, je crois que l'aide de la mairie à ce moment-là a été un peu déterminante. D'ailleurs, à un moment, il y avait 3 conseillers municipaux dans le hameau. Oui, Patrick? J'ai pas trop bien compris le rôle des chalets, c'est ça, hein? Oui, Et quel a été leur rôle par rapport? c'était le rôle d'un promoteur, quoi, je dirais à la fois. Les maîtres d'œuvre délégués. Voilà. Hein, à la fois, ils contrôlaient avec l'architecte le fonctionnement et tout le côté administratif, et ils étaient relais par rapport aux banques parce qu'ils ont effectivement garanti d'une certaine manière nos prêts et on a remboursé, c'est pas une chance, hein, en loyer, grosso modo, on a Parce que remboursé. les logements étaient qualifiés de logements sociaux. Ouais, voilà, ils étaient HLM. Donc c'était eux qui. D'accord. Voilà, ok. ils étaient HLM et bon, pour moi, c'était. Alors, il y en avait qui n'avaient peut-être pas. Qui avaient les moyens de ne pas passer par ce truc-là, mais moi, ça a été. Donc il y a des logements qui leur appartenaient et le louaient donc à des gens respectant les critères pour des loger, c'est ça. accessions à la propriété sans passage par effectivement le D'accord. côté locatif a toujours été un peu, je dirais, mais c'était pas effectivement vraiment le chose. C'était un remboursement des prêts qu'on avait sur des bases de loyer qui étaient tout à fait accessibles, quoi. Par contre, Roland, ça, vous n'en avez Et pas non. bénéficié. Vous étiez en autopromotion, c'est ce que Et vous dites. L'autopromotion, c'est une chose, mais d'une part, on n'a pas eu d'aide de la mairie, Ah oui. même pas. Et j'ai quand même, quand on a fait la première pierre, et donc on avait invité le maire, tout ça. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de dire qu'effectivement, parce que ce qu'il nous disait, c'est un projet privé. Bon, privé. N'empêche que c'est un projet privé, mais d'intérêt collectif. Je trouve que moi, ce genre de projet où on promeut, déjà, on était en avance parce que quand on a construit, c'était la RT 2012. Dans les bâtiments, il y a des réglementations tous les 5 ans. Donc, nous, on a devancé ce truc-là. On était bâtiment BVC. Donc déjà, on devançait les réglementations thermiques qui sont aujourd'hui, c'est la RE 2020, hein, c'est encore plus truc. Donc, et en plus, on était dans la densification, ce que je disais. Cet espace-là, le densifier comme on l'a fait, ben, vous avez qu'à voir les terrains, les fonds de jardin qui se vendent aujourd'hui, il y a une maison qui se met, hein, et c'est tout. Hein. Donc je trouve que malgré tout, il y avait quand même des choses à prendre du côté de la mairie. Bon, ils n'ont pas saisi l'opportunité, ça, voilà. Mais effectivement, nous, on n'a pas eu d'aide par rapport à la mairie. Alors peut-être justement pour rebondir sur cette question quant au rôle des communes, il y a aussi la place de l'habitat participatif dans les communes. Est-ce que peut-être Dominique, tu pourrais revenir sur cette historique, quand il y a eu le hameau, ça a permis de renforcer les solidarités, les liens avec les associations locales? Est-ce qu'aujourd'hui ça perpétue Alors, il y a eu, hein, je dirais que je suis toujours très critique de ce qu'on a fait ou pas fait, mais je dirais qu'il y a eu effectivement, on a été un peu moteur dans la création de l'association Ferme des 50, hein, la création de Capsule, pas la création, on a repris Capsule, l'association de quartier qui a fait l'animation de ce quartier et qui, en allant jusqu'à modifier le nom du quartier, puisqu'il s'appelle aujourd'hui Port Sud, alors que quand on y habitait, nous, c'était Midi-Ville. Et on a effectivement donné au port et on a repris la gestion du port au niveau de l'association de quartier, bon, jusqu'à 95. Donc, il y a eu effectivement, et même, je dirais, un peu dans l'association Caracol, ça a été une des bases aussi de création de cette association. On avait aussi, avec monté un petit restaurant, le Prévert, et ainsi de suite. Je dirais que ça a donné un certain nombre de souffles à des choses. Et je dirais que je ne vais pas en revendiquer aussi la création du collectif La Maison. Mais voilà, il y a quand même des bases qui ne sont pas complètement par hasard, qui s'installent là, pas complètement par hasard. Donc c'est effectivement cette dynamique et ce fait de sentir ça, mais je suis critique parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Peut-être Roland, si tu veux faire le lien justement. Et par rapport au fait qu'elle rejaillisse un peu dans le quartier, alors ce qui est important dans un habitat participatif, c'est de prévoir dans les espaces collectifs un élément qui va permettre d'ouvrir vers l'extérieur. Donc c'est la salle commune. Hein. Salle commune que l'on prête pour des réunions, pour des événements militaires, mais aussi qu'on loue pour faire du yoga, il y a des concerts, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Hein.
Malgré tout, il y a une AMAP qui vient toutes les semaines nous livrer. Il y a des circuits courts comme le café du Chiapas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'ouvert du canal. C'est pas pour rien non plus. C'est des espaces qui le permettent. C'est des lieux de vie qui le permettent. Voilà, et après, voilà, vous pouvez parler de parcours, du rejaillissement qu'il y a. Donc, ça rejoint ce que tu disais sur la notion de privé et d'intérêt collectif, Voilà. parce qu'il y a un ancrage. Et tout à fait, l'idée, c'est vraiment pas de faire un camp gaulois ou retrancher entre nous, parce que là, il n'y a aucun intérêt, je dirais. Enfin, pour moi, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment d'arriver à s'intégrer dans un quartier et d'apporter de la dynamique, etc. Et ça, je crois qu'on y arrive quand même plus ou moins. Alors, vous avez fait tout ça sur 2000 mètres carrés. Oui. Ouais. Et pour les hameaux? Le MOOB, on a aussi une salle collective, mais voilà, on a vieilli avant eux, puisqu'ils sont plus jeunes que nous. Et je dirais que ça a mis 10 ans à vraiment s'installer et presque 20 ans à s'ouvrir un peu. La zone fait combien dans l'ensemble en superficie? Le terrain, nous, il fait 1 hectare. 1 hectare pour 15. Pour 15 maisons, quoi. Avec une salle collective aussi. On avait tenu quand même à avoir un lieu partagé collectif. Mais il y a des histoires d'assurance, de responsabilité, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Et donc, finalement, il a fallu ruer dans les brancards pour dire, il faut que ça serve à quelque chose, cette maison collective. Alors justement, sur cette notion de durée du collectif, il y a une question de Jean-Pierre. Le groupe initial a-t-il tenu le coup des années? Puis du fonctionnement du groupe? Est-ce réservé à des groupes d'initiés? Comment démocratiser et multiplier ce genre d'initiative? Donc là, nous, le terme de hameau, on l'assume d'autant mieux qu'effectivement, il n'y a pas complètement cette fusion. On n'est pas fusionnel au point où il n'y a pas, on n'est pas tous dans une même point de vue. Donc, il y a une diversité aussi de comportements, de réactions, et il faut le gagner tous les jours, ce genre de considération. Qui fasse que notre habitat puisse avoir un rôle ou social dans le quartier ou, je dirais, une préfiguration d'un certain nombre de sujets dans lesquels, puisqu'on est ensemble, on pourrait s'y coltiner d'une manière beaucoup plus claire. Donc ça, c'est pas gagné d'avance. Pas gagné d'avance. Pour répondre aussi un peu à ce que tu disais, pour moi, c'est pas du tout une histoire de superficie ou de terrain, etc., qui va permettre ou pas de s'ancrer dans un environnement. C'est la volonté des habitants. Et à la différence du hameau de Mangepomme, donc dans les années 80, le contexte était différent. Nous, quand je disais qu'on a fait des réunions, on a fait des réunions pour concevoir le projet, mais aussi dans sa globalité, dans comment vivre dans le quartier. Donc c'est aussi cette volonté-là qui rejaillit aujourd'hui dans les constructions, qui fait qu'on se tourne aussi vers l'extérieur, quoi. Voilà. Il faut même avoir un minimum de place pour avoir des salles communes, des endroits communs. Donc c'est remarquable qu'on ait réussi à faire tout ça sur un espace de 2000 mètres carrés. Et c'est bien fait, parce que voilà, je l'ai visité personnellement. C'est vraiment bien étudié. Et donc, des 8 logements initiaux, ce sont les mêmes personnes qui continuent à les occuper 10 ans plus tard? Oui, on a fêté nos 10 ans il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, ce sont les mêmes. Et donc, l'intergénérationnalité, la mixité générationnelle, en tout cas, la mixité générationnelle, ça a fonctionné du coup, puisque certains sont plus âgés désormais, les enfants sont partis. Et alors... Non, ils ne sont pas encore partis. Pas encore partis. Non, il y en a aucun qui sont partis. Est-ce que vous avez déjà prévu sur les 2 cas, est-ce que vous avez déjà prévu, je suppose que oui, mais vous allez nous expliquer comment, le fait que les habitants un jour vont changer. Voilà. Les générations, on est tous mortels, et donc voilà. ou mortels, ou d'ailleurs simplement le fait que certaines personnes peuvent changer d'habitat. Et donc, comment c'est prévu? Comment il est prévu que ça se passe? Est-ce que ça s'est déjà passé? Comment est-il prévu que ça se passe? Nous, il y a au moins 4 maisons où il y avait un décès. Bon, il y en a un. Donc, il y a 2 maisons où, effectivement, ils ont été mises en vente, elles sont vendues. Un autre où la personne est en EHPAD et elle va être mise en vente. Et 2 autres où il y a un départ volontaire parce qu'à un moment de la retraite, ils avaient d'autres endroits à aller habiter. Donc, il y a eu ces renouvellements-là avec des jeunes. Du coup, on rentre, nous, dans l'intergénérationnalité parce que c'est des jeunes avec des enfants en bas âge
qui s'installent dans ces maisons-là. Et donc, pour nous, c'est une chance, ce genre de choses. Mais c'est à ce moment-là aussi qu'on a regretté de ne pas avoir de charte. Parce qu'il n'y a pas tellement d'éléments imposables d'une certaine manière pour garantir la qualité de notre vie. Donc, on s'est dépêché de griffouiller une charte qui élabore un petit peu notre mode de vie ou ce qu'on vous souhaiterait dans le mode de vie. Parce que bon, on pouvait très bien, hein, le propriétaire est libre de vendre à qui il veut, il n'y a pas de regard, on ne peut pas s'y opposer. Donc, il vend des parts d'une SCI, c'est ça? Comment? Ils vendent des parts. Ah non, non, d'une SCI. non, ils sont propriétaires de leur maison. Ah, d'accord. Ils vendent la maison. Hein. C'était une SCI. Ah, là, ils sont- Non, Alors, excusez-moi, juste la parole les uns après les autres. Il y a des gens en visio, du coup, ça peut faire interférence. Ok. Dominique. Oui, non, on est propriétaire de nos maisons et quand on vend la maison, il y a je dirais, un règlement de copropriété, mais c'est pas une SCI comme à l'ouvert du canal, quoi. Donc, c'est Ouais, Patrick. c'est ni une SCI ni une copropriété, hein, vous l'avez dit. Ah si, c'est une copropriété. Ah d'accord, donc le notaire, quand il vend une maison qui fait partie d'une copropriété, il peut très bien joindre, d'ailleurs c'est ce qui se fait, le règlement de copropriété. Il peut prévoir effectivement et insuffler ce projet commun avec ses valeurs, ses façons de travailler. Et je sais pas, je pose la question. Les valeurs, je ne sais pas si. Ces valeurs, non, ces valeurs. pas juridique. Alors, justement, par rapport à cette question, il y a une demande de Babette. Par exemple, comment se gère la buanderie commune? Est-ce que c'est inscrit dans la charte? Moi, juste avant ça, pour quand il y a le hameau, il y a eu une réponse. Oui. Il n'y a pas eu de réponse. Ouais. Oui, la structure n'est pas la même et donc c'est Tout à fait. pour comprendre comment se passent les changements. Et après, voilà. Donc, pour répondre à la question, donc nous on est en SCIA, déjà on est propriétaire de parts qui correspondent au lot. Voilà, de parts et les lots qui correspondent aux appartements de chacun. Hein, voilà. Alors, il y a j'allais dire dans les réunions, c'était plutôt les vieux dans les réunions dont je fais partie, qui disaient il faut se préserver, il faut arriver à garder, à pérenniser cet esprit de départ qu'on a dans l'habitat participatif avec des valeurs qu'on a mis en place, etc. Pour ça, c'est pour ça aussi qu'on a voulu rester dans la SCA, mais on a fait une charte où on disait, mais au niveau juridique, je ne sais pas trop quelle valeur ça a, je ne sais pas encore trouvé confronté. Si quelqu'un vend son appartement, on a un droit de regard sur la personne en disant, voilà, on la rencontre, on discute avec elle, savoir si elle est dans cet esprit, si elle partage les mêmes valeurs du projet. Si elle ne partage pas les mêmes valeurs, on a un mois pour trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Aux mêmes conditions. Les mêmes conditions neutres, bien sûr. Oui. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a écrit dans la truc, mais voilà, au niveau juridique. Voilà. Mais ceci dit, pour l'instant, on fonctionne comme ça. En fait, c'est de l'intuitu personae. C'est la base de votre SCI. Alors, la base de votre SCIA, on pourrait considérer que c'est de l'intuitu personae. L'intuitu personae, ça veut dire que c'est pas un contrat où les parties du contrat sont interchangeables, mais c'est un contrat, justement, la définition de l'intuitu personae, c'est parce que c'est toi et c'est parce que c'est moi. Donc, on décide de contracter avec quelqu'un compte tenu d'un certain nombre de prérequis, de valeurs qui sont communes, etc. Donc, on choisit son co-contractant et on ne contractera pas avec quelqu'un d'autre. Ça serait ça, l'idée, finalement, qu'il ne peut pas y avoir dans le hameau de Manche-Pomme, puisque c'est une copropriété classique, mais dans le cadre de la SCIA, ça pourrait être le fondement, finalement, du dispositif juridique qui vous permet de dire, voilà, il y a telle et telle valeur, soit vous vous conformez à ces valeurs-là, si vous voulez acquérir une part de la SCIA, vous vous conformez à ces valeurs-là qui sont le fondement, finalement, de la base de notre association initialement, quoi. Mais ça si pourrait être ça. personne pour remplacer. Ah oui. Et voilà. Oui, ça c'est le souci. Les gens, non. Alors, donc peut-être pour rebondir sur la question de Babette, comment se gère la buanderie commune? Et une deuxième question d'Audrey par la suite, est-ce qu'il y a des photos de l'habitat participatif? Et est-ce qu'il y a une recherche d'autosuffisance alimentaire et d'énergie, d'eau et d'entretien? Alors, la première question, c'est La buanderie. comment se gère la buanderie? Ben, ça, c'est tout simple. Hein. Donc, il y a une machine à laver. On a 6 foyers. Sur les 8 foyers, il y en a 6 qui l'utilisent. Puisque les autres, ils avaient
il y a un foyer qui avait une gamine handicapée, donc qui avait besoin d'une machine pour soi, et l'autre, je ne sais plus pour quelle raison. Mais après, c'est tout simple. On marque chaque fois qu'on l'utilise, on marque qu'on a fait. Il y a un tableau avec les noms des différents trucs, différentes personnes, et on marque chaque fois. Tout est basé sur la confiance, sur le fonctionnement comme ça des gens. Voilà. Mais ça ne se réserve pas à l'avance, par exemple. Non, pas du tout. Ouais. Si on y va, que c'est pris, on met le truc. Voilà. Après, il y a avec l'habitude, il y a des habitudes qui se trouvent. Donc, on met notre panier à côté de la machine. On sait que, voilà, on voit le suivant dès que c'est fermé, voilà, dès que c'est fini. Voilà, on fonctionne comme ça depuis des années. C'est vraiment des valeurs d'autogestion. Hein. Oui, voilà, c'est l'autogestion. Il essaie d'apprendre à connaître le rythme de chacun. Ouais. Et donc, justement, par rapport à cette question, est-ce qu'il y a aussi une question philosophique sur l'autosuffisance et voire même pratique sur la gestion de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie, par exemple? Au niveau de l'eau et de l'énergie, on a eu une réflexion dès le départ. C'est-à-dire, d'une part, on a voulu que tous les cheminements soit perméable à l'eau de pluie, donc d'entrée, on n'a pas goudronné. On a toute l'eau du toit qui va dans un puisard et qu'on réutilise pour arroser le jardin. Et après, au niveau de l'énergie. Oui, ou même de l'alimentation. Une recherche d'autosuffisance alimentaire. Alors, il y avait l'électrique, non, d'abord. Il y a l'électrique aussi, il y a l'énergie. L'électrique, on a les panneaux solaires. Après, ça faisait partie de ce qu'on voulait mettre dans les trucs. Donc, il y a des panneaux solaires pour les 4 Semtex. Voilà. Après, c'est des chauffages thermodynamiques. Ça fait partie du projet. Oui, ça faisait partie du projet. Et ce qui n'était pas le cas du hameau de Manche-Pomme. Le hameau de Manche-Pomme, je dirais. Bon, moi, je me suis. Au départ, il y a eu un projet plus ou moins de ne pas tomber dans le tout électrique. Mais c'était tellement compliqué pour les autres qu'ils ont vite, parce que faire une installation au gaz avec un chauffage central, tout ça, quand tu as fini de payer ta maison, ça coûte encore assez cher. Donc, ils ont acheté collectivement des convecteurs et puis ils ont mis les convecteurs eux-mêmes, mais ils s'en tiraient mieux que moi qui ai tenu, parce que je ne voulais pas de tout électrique, qui a fait un plancher chauffant, qui a mis une chaudière et qui s'est installé. Et aujourd'hui, j'ai peut-être raison, parce que je vais pouvoir mettre une pompe à chaleur ou eau, et on a des puits, donc on a 4 puits sur le truc, et je vais pomper dans un puits pour rejeter dans l'autre, et au passage, garder la chaleur disponible. Après, ce qu'on constate dans les 2 projets, c'est qu'initialement, ça développe une culture de l'habitat, la connaissance du fonctionnement de son chez-soi, tout simplement. Et aussi donc de la gestion de tout ce qui est déchets, ressources, et donc ça c'est intéressant. Donc même au niveau de Manche-Pomme, il y a aussi une volonté de faire confiance à un architecte. Il y avait déjà aussi cette culture du bioclimatique que tu nous as cité. Et je voudrais revenir sur la question intergénérationnelle. C'est quoi la place des enfants dans l'habitat participatif? Et qu'est-ce que ça va être de vieillir dans l'habitat participatif? Peut-être sur ce côté-là pour Dominique. Voilà. Donc là, ça a été un petit peu difficile pour nous parce qu'on découvrait un petit peu et on voulait garder la paix sociale. Et la paix sociale, souvent, elle est un peu mise en question par le côté bruyant des enfants. Et je veux dire, on avait une salle collective, mais pendant longtemps, les proches de la salle collective ne supportaient pas les balles de ping-pong. Donc, on disait aux enfants, il ne faut pas utiliser la salle collectif pour jouer au ping-pong parce que ça gêne les gens. Et aujourd'hui, nos enfants nous le reprochent qu'on n'a pas effectivement pu imposer d'une certaine manière cette intergénérationnalité évidente et beaucoup de petites choses comme ça. Je dirais qu'on a été beaucoup plus soucieux de ce que j'appelle moi la paix sociale, mais au sens le plus restrictif du terme, parce qu'on n'a pas voulu aller au-devant de discussions trop. Et donc, donc là, on avait des espaces pour faire de l'intergénérationnalité et j'ai un peu le sentiment qu'il aurait fallu y travailler beaucoup. Donc il y a eu quelques manifestations, entre autres. J'avais un petit peu instauré des choses qui créent des dynamiques un peu institutionnelles où les enfants invitaient les parents à manger. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une journée où c'était tous les enfants qui préparaient à manger pour les parents qui étaient au restaurant. Puis ensuite, c'était les parents qui invitaient les enfants à manger, faire la même chose. Après, on a eu les hommes qui invitaient les femmes et on attend que les femmes invitent les hommes. Mais ça, c'est pas fait.
Parce qu'ils trouvaient que c'était suffisant tous les jours de faire la cuisine. Mais ils n'ont pas compris la subtilité de dire c'est important. Après, j'aurais voulu qu'on continue, mais on a vieilli et je dirais toutes ces choses qui n'étaient pas quand même inscrites dans une tradition locale, ben, ça s'effrite et puis on a moins d'énergie et puis on a. Et c'est des choses qu'il faut cultiver d'une certaine manière pour arriver à passer je dirais, la lassitude, et le temps et le manque d'énergie. Alors peut-être Roland, justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a des pratiques un peu culturelles collectives qu'on trouve ensemble de temps à autre, comme Dominique vient de le citer, et aussi quelle est la place des enfants participatifs? La place des enfants, je ne sais pas s'ils ont une place particulière. Ils trouvent leur compte. Quand on a fait un film sur le ouvert du canal, comment ça datait maintenant, mais les gamins étaient petits, et il y avait un des pères qui disait eh bien, il y en a, mon fils, ma fille, elle mange l'entrée ici, elle va manger le plat chez mon voisin et le dessert ailleurs. Donc je ne sais pas si on les éduque bien. C'est exactement ça que disait Yves. C'était un peu ça. Les gamins, ils s'y retrouvent complètement dès l'instant où voilà, il y a des lieux pour les accueillir. Plus sérieusement, la place des enfants, on a voulu. Alors, nous, je voudrais quand même dire un truc hyper important pour moi, et essentiel dans les habitats participatifs. Quand on parle de vivre ensemble, c'est bien joli, mais ça ne vient pas comme ça. Dans notre société, ça s'apprend. Il faut apprendre à faire ensemble. On n'apprend pas à faire en collectif, donc il faut apprendre. Et on s'est formé très tôt. Moi, je me suis inspiré au départ en disant ça marche, ça marche pas. Et donc, la même réflexion sur les années 68, les communautés, pourquoi il y en a beaucoup qui sont cassés la gueule, c'était essentiellement à cause des relations humaines. Et donc là, comment on peut faire justement pour arriver à faire des choses ensemble? Donc, d'entrée de jeu, et même dans Carrefour, on s'est formé en communication non violente, en sociocratie, en prise de décision, en groupe, etc., etc. Ça, c'est essentiel. Je crois qu'on le retrouve maintenant dans pratiquement tous les habitats participatifs. Alors, c'est des formations auprès d'associations locales ou de professionnels qui diffusent ce genre de formation. Hein. Oui, j'utilise un coach pour faire un moment voilà. où pendant une décision importante. Voilà. Pendant un an, on a eu un coach qui est, comme le projet intéressé, il nous a dit je viens moi gratuitement pendant un an, coach d'entreprise, et il nous a aidé à former, à prendre des décisions, à être efficace en réunion de groupe. Ouais, donc il y a vraiment une ingénierie sociale aussi en termes d'accompagnement sur le long terme. Et après, c'est effectivement quand on prend des décisions. Donc on fait des réunions régulièrement. Aujourd'hui, c'est tous les 2 mois ou tous les 2 mois, je ne sais plus. Pas fort, moi, ce genre de truc. On fait des réunions tous les mois ou tous les 2 mois avec. On a fait plusieurs systèmes. Une fois, c'était tous les 15 jours, une fois tous les mois. À un moment donné, tous les 15 jours, c'était plus possible parce que bon, il fallait quand même aussi faire autre chose. Donc là, je crois que c'est tous les mois ou tous les 2 mois. Et on fait une réunion où on se retrouve tous. On fait une réunion le matin où on dit un petit peu les points à avoir. Les points qui vont bien ou qui ne vont pas bien, hein, on en discute. Et après, on fait des travaux. Voilà, donc c'est soit de l'entretien, maintenant ça va commencer à devenir de l'entretien, mais aussi, ça peut être aussi de l'aménagement. Voilà. Donc là, on fait un repas, ça permet aussi de se. Et puis de temps en temps, évidemment, on fait quand même des apéritifs ensemble, et ça n'empêche qu'on se retrouve aussi ensemble. Alors que nous, on a la réunion annuelle du syndic, et le reste, bon, il y a le Galette des Rois de temps en temps, ou des manifestations, mais effectivement, il n'y a pas. C'est important qu'il y ait un rituel qui impose. Autrement, on laisse passer le temps et voilà. Et il faut une énergie beaucoup plus grande de décider à un moment donné, de dire bah tiens, si on faisait ça. Donc on a initialisé un peu avec les nouveaux, je dirais le repas de rue ou l'apéro de rue qui se fait sur le Mange-Pomme, auquel ils participent, mais bon, je dirais que c'est tout à fait normal parce qu'il y a un grand espace sablé qui communique avec le chemin de Mange-Pomme, donc il n'y a pas de. Voilà, et puis juste à côté de la salle collective. Donc, ça serait un peu grave de ne pas le faire, mais voilà, il faut vraiment œuvrer et quelques-uns font le truc. Alors, Dominique, justement, sur ce point-là, tu as cité donc l'expérience des enfants qui jouent au ping-pong, qui n'ont pas pu après continuer de jouer. Ces enfants, aujourd'hui, ils ont pu partir. Est-ce que ça a permis de créer chez eux une envie, une culture de développer l'habitat participatif? Là, c'est vraiment pas visible. Hein. Il y a pas, donc,
Moi, j'ai un fils évidemment qui est resté à la maison pour des raisons de facilité, et puis bon, parce que on a fini par accepter la chose alors qu'on le trouvait bon, c'est presque. Alors lui, il justifie ça en disant mais vous allez bientôt être vieux et je vais m'occuper de vous et c'est dans l'ordre des choses. Bon, nous, on trouve que sa logique n'est pas obligatoirement celle qui me paraissait important de souligner, mais moi, dans un premier temps, je l'avais foutu dehors en disant attends, tu te démerdes maintenant. Et puis, c'était tellement lamentable que on a une petite chambre, tout un salle à la maison. Donc, lui, c'est le seul, d'une certaine manière, mais je dirais avec une volonté tout à fait particulière qui va continuer mais les autres enfants, même les maisons qui sont à vendre, ils ne les prennent pas. Mais l'esprit habitat participatif ne s'est pas essaimé, non. Pas simplement pas simplement le fait de vouloir vivre sur place, mais de le recréer ailleurs. Ça s'est pas essaimé. Non, et vous n'avez pas encore. Non. Vous êtes trop jeune, entre guillemets, c'est trop jeune. Trop jeune, mais malgré tout, dans les jeunes, il y a quand même, je pense à Pascal par exemple, mais certainement à d'autres, qui quand même s'inscrivent aussi quand même dans une dynamique de quartier aussi. Oui, mais non, mais il parle des enfants. Non, oui, il parle des jeunes. Non, mais quand maintenant il dit que c'est pas essaimé, oui, d'accord. Non, je dirais l'idée de l'habitat participatif ne se propage pas par nos enfants. Oui, c'est ça. Mais par les proches, oui. Enfin, dans le Caracol, ça se multiplie. Alors, juste une remarque avant, parce que justement au sujet de l'essaimage, en face du hameau Chopaume et de l'Auvert, il y a eu 2 terrains qui se sont vendus, un d'un hectare 2 et l'autre, je ne sais plus de quoi l'État. Ce n'est que des constructions de Green City. C'est-à-dire ce sont des projets immobiliers. Ce n'est pas un essaimage de budget participatif, d'habitat participatif. Alors que le quartier est très connu pour ses 2 habitats. Mais ça ne s'est pas essaimé, c'est dommage. Oui, mais bon, il fallait que quelqu'un initie. Voilà, mais il n'y a pas eu L'accompagnement de la commune ou au niveau de la commune aussi. On va en parler avec cette question. Donc, on a déjà parlé du rôle des communes pour soutenir les initiatives citoyennes, mais aussi la question en fait des communes à généraliser un peu ce modèle et le faire connaître auprès des habitants pour qu'eux-mêmes aient envie par la suite. Ça rejoint la question de Jean-Pierre. Quels conseils, suggestions donneriez-vous aux municipalités du Sicoval pour développer ce genre d'habitat? Achat de terrain, promoteur, support pour charte, aide pour l'autoconstruction. J'ai été élu au Sicoval et effectivement, je faisais partie aussi des gens qui se penchaient sur la création de lotissements municipaux ou, je dirais, le regard des municipalités sur les lotissements qui se créent par l'intermédiaire de sociétés, soit de HLM, soit de sociétés privées. Il y avait quand même toujours une implication un peu du Sicoval. Donc, il y avait des tentatives de réunir les gens pour expliquer ce qu'était un vivre ensemble. Et là où j'étais critique par rapport à mes camarades, c'était qu'on n'interpellait pas les locataires. C'est-à-dire qu'il y avait des logements locatifs, on réunissait les propriétaires, mais les locataires, c'est comme si c'était des sous-habitants qui ne pouvaient pas... Alors, moi, on me disait, on ne les connaît pas, les locataires. Il suffit d'ouvrir une possibilité de s'inscrire sur la liste des locataires potentiels et on réunit ces gens pour parler du logement, savoir comment faire un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une dynamique à créer dans les projets d'habitat. Il y a une dynamique à imaginer dans tout ce qui est difficile aujourd'hui, qui sont les associations de quartier, les comités de quartier, tout ça. C'est d'une difficulté, et Bernard peut en parler, parce qu'on fait partie d'un conseil de quartier qui supplée de temps en temps, grâce aussi avec Caracol, mais Caracol n'est pas une association de quartier, c'est une association avec ses valeurs et son truc, c'est pas quelque chose à plaquer sur un quartier. Il peut œuvrer pour faire des trucs, des choses, et on peut aider à ce qu'il y ait quand même des passages, mais je dirais que c'est pas le rôle d'une association déjà qui a son fonctionnement de devenir l'association sociale de quartier. Donc, je dirais que là, il y a un travail sociétal profond, mais on le retrouve partout. Je dirais la perte de lien social, la difficulté de réunir les gens, la difficulté de lancer des initiatives.
je dirais que les communes devraient vraiment y mettre beaucoup plus de moyens et de volonté à partir de tout un tas de petites choses. On le voit, toi, on fait des cafés bricoles, on fait les vides-greniers, on fait l'arrivée du Père Noël. C'est pour créer du lien et faire en sorte que les gens apprennent à vivre ensemble, quoi. Et là, au niveau de la construction, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des espèces de chartes ou de réflexion beaucoup plus profonde pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique vers ces propositions. Il ne faut pas plaquer, je dirais, l'habitat groupé comme étant la solution à tout, mais je dirais qu'il faut faire assumer à la fois aux habitats groupés le fait d'expérimenter des choses et de pouvoir propager, et le faire aider un peu par les communes et les municipalités, quoi. De Roland d'abord, avant de poser la question. Oh, je sais pas. La question c'était C'était par rapport justement au rôle des conseils, quel conseil affecté au Sicoval pour soutenir ce type de projet. Et donc là, Dominique a parlé justement à la fois de faire connaître ce type de projet auprès des habitants, de reconnaître le rôle des locataires, mais également de soutenir les associations locales, peu importe le thème et l'enjeu, pour pouvoir recréer un peu cette dynamique. Voilà. Après, peut-être prendre des questions, ouais, Bernard, si tu veux. Juste pour rebondir là-dessus. Comment faire pour que les municipalités du Sicoval prennent en compte un peu ce type d'initiative? C'est déjà de l'impulser dans le PLU ou dans le PLUIH. Oui. Donc, déjà, si dans le PLUIH ou dans le PLU des communautés ou de l'interco, tu as un paragraphe qui t'explique qui incite peut-être des idées à germer, peut-être que là, on va développer. Mais s'il n'y a rien dans le PLU, il n'y a que du truc individuel, on n'arrivera jamais au collectif. Même si on te parle de densité, mais on te parle de densité au niveau particulier, on ne te parle pas de densité au niveau d'intégration d'un habitat collectif ou participatif. Donc ça, c'est peut-être une petite notion qu'il faudra... C'est une bonne remarque et ça rejoint aussi la description de Roland par rapport à cette histoire de parking. Voilà. De parking qui était dans le PLU, il a changé ça un petit peu. Alors certes, ça a changé. Ça montre aussi un peu le levier, en tout cas presque juridique sur lequel on pourrait. Il y avait justement dans le PLU, ça existait déjà à notre époque. C'était par exemple majoration du COS pour des projets similaires. Donc le COS, c'est le coefficient d'occupation du sol. Eh bien, on pouvait, si on était un particulier, on avait 52%, je crois, comme on dit, un truc comme ça, du terrain. Mais si on avait un projet un peu exemplaire, eh bien, on pouvait faire un peu plus. Tu vois, il y avait des trucs comme ça. Et effectivement, ça, c'est bien concret qu'on peut effectivement permettre de favoriser. Il a existé aussi à un moment donné les mètres carrés sociaux. Quand tu faisais un collectif, tu étais obligé d'avoir la création d'espaces appelés mètres carrés sociaux. À Port-Sud, il y avait des salles de quartier qui se sont créés par obligation légale de voir ce qu'on appelle les mètres carrés sociaux. Mais je crois que ça a complètement disparu. 20% de logements sociaux dans une concession. Ah, c'est des logements. C'est pas des espaces collectifs. Pas des espaces. C'est autre chose. La création obligatoire dans un collectif de mètres carrés disponibles à l'ensemble du collectif pour faire un certain nombre d'activités et se réunir. Dans le quartier, le Cap Sud a existé grâce à ces mètres carrés sociaux avant qu'on ait la salle de quartier. Dominique, une question de Cécile. Oui, par rapport, je suis curieux, je reviens sur cette idée de mixité générationnelle ou de vivre ensemble de ce qui fait collectif dans ce type d'habitat. Par exemple, est-ce que vous avez l'impression que l'accompagnement à la perte d'autonomie est facilité dans ce type d'habitat ou pas plus qu'ailleurs, finalement? Autrement dit, lorsque vous avez donc dans le groupe des personnes âgées qui finissent par perdre vraiment l'autonomie dont ils jouissaient jusqu'à présent, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une entraide, une solidarité plus importante qu'ailleurs qui permettrait peut-être de maintenir à domicile plus longtemps, en tout cas, des seniors dans ce cadre-là? Oui, ça j'en suis persuadé. Hein. Les dernières réunions qu'on fait, c'est pour les enterrements, pour les moments où c'est. Et je dirais, il y a quand même effectivement un esprit particulier de souci des gens qui sont dans cette situation. Mes parents sont venus, si je veux, s'installer chez moi pour finir leur vie
Mais c'était un peu, je dirais, des papis-mamies du hameau. Donc, il y avait son petit jardin, il y avait un certain nombre de choses qui étaient quelque chose qui était intégré dans le hameau. Et là, je crois que pour la plupart, je dirais, donc j'ai pas vraiment d'autres exemples de prise en charge de gens vraiment en difficulté, mais c'est quand même un souci qu'on partage d'une manière un peu particulière, plus que dans un voisinage ordinaire. Hein, et là, on voit la manière dont on fait les obsèques des gens du hameau. C'est un peu la famille quand même, quoi, même si c'est une famille un peu... Et à l'ouverture du canal, c'est un débat qu'on a souhaité, mais qu'on n'a pas encore eu. C'est le comment vieillir ensemble. Et par contre, c'est sûr que ça favorise énormément les liens de voisinage, quoi. Il y a de l'entraide qui est presque automatique, je dirais. Mais là, par exemple, pendant le Covid, il y avait des parents qui devaient aller travailler parce qu'ils étaient travailler à l'hôpital, mais les enfants étaient à la maison. Mais les deux retraités, on allaient à tour de rôle, aider, donner à manger, etc. Ça se fait pratiquement automatiquement, quoi. Donc voilà. Oui, c'est quelque chose alors, par contre, on l'a toujours pas abordé. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de mettre un ascenseur, voilà, sur les 2 logements en haut, parce que c'était quelque chose qu'on avait acté dès le début, et que bon, on disait bon. Ça va bien, tout va bien, sauf que c'est pas le jour. Et là, je trouve que Yveline, qui habite à côté de moi, mais à l'étage, on est les deux, Yveline et moi, on habite à l'étage, et bien, elle est tombée de vélo, elle s'est fait mal, et bien, si on avait eu cet ascenseur, bon, ma foi, ça aurait bien facilité. Voilà. Mais ceci dit, on l'aide à porter les trucs, etc., bien sûr. Mais voilà. Mais ça, c'est dans la réflexion, ça y est. Après, comment vieillir? Alors, est-ce que c'est parce que il y a une majorité de jeunes qui ont un peu de mal à rentrer dans cette réflexion-là, se projeter, je ne sais pas. C'est vrai, c'est un peu comme dans Caracol, on est en train de discuter un groupe qui parle du deuil, de la fin de vie, etc. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes, apparemment, les plus jeunes maintenant. Mais voilà, c'est peut-être la difficulté de jeunes à voir là ça. Mais c'est vrai qu'il y avait la volonté, en tous les cas, et je pense qu'on le remettra sur le tapis, de vraiment discuter de vieillir ensemble. Parce qu'il y a des expériences, enfin moi j'ai entendu parler d'expériences, je ne sais plus dans quelle région, où c'est des gens qui se connaissaient depuis longtemps, qui à la retraite ont décidé d'habiter ensemble. Oui, voilà. Il y a GAM, mais il y en a d'autres. Oui, Ça, il y c'est en a- autre il y en a chose. plein. C'est vraiment mettre un truc Oui. en place, Oui. un dispositif en place quand arrive l'âge, voilà. Mais là, c'est vraiment l'idée que les familles sont arrivées en même temps, à différents âges de la vie, et il y en a qui vont être en perte d'autonomie plus tôt que d'autres, et comment s'organise le groupe autour de ça, quoi. Mais c'est vrai que l'exemple du Covid, c'est un bon exemple. Il y a eu des réflexions qu'on a poussées très loin. D'ailleurs, le film, il se termine comme ça. Moi, au départ, on s'était dit, eh bien, quand les enfants partiront, par exemple, ou quand je vieillirai, moi je suis en haut, on échangera les logements. Donc, on a eu des réflexions comme ça. Ça, c'était la théorie. La pratique, c'est pas évident. Parce que quand on a fabriqué le lieu, les appartements, qu'on a mis la sueur, qu'on a travaillé, puis qu'on y vit, c'est plus compliqué après. C'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. En tous les cas, on a eu cette réflexion de s'échanger aussi les appartements pour, voilà, quand on vieillit, c'est pas la peine d'avoir un grand appartement, on peut en avoir un plus petit. Voilà. On pourra avoir la référence du film en question? Oui. C'est le rue de l'Utopie, je crois. Non, je l'ai pas mis là. Alors, ça s'appelle rue de Moi, ce que je vous propose, c'est que tous les documents, y compris les magnifiques élévations qu'a ramené Dominique du projet, on va les numériser et on va vous les partager. Donc, il y aura également, pour répondre à la question de Audrey sur les photos, voilà, alors il n'y a pas des photos en détail, hein, alors on essaiera d'illustrer un peu tout ça. Là, l'idée, c'était d'avoir un format un peu plus discussion, avec pas trop de présentation. Mais bien sûr, en effet, on verra toutes les ressources, tous les documents. Il est 36. Je vous propose peut-être une dernière question et après, voilà, à voir en fonction. Alors, il y a la question, voilà, des personnes âgées, mais on a déjà plus ou moins répondu. C'est plutôt sur l'avenir de l'habitat participatif. Voilà. On a 2 exemples sur qu'est-ce que vous feriez autrement si vous aimeriez refaire ce projet ou si vous allez accompagner des habitants
à le développer sur d'autres secteurs. Et je voudrais avoir votre avis sur le Sicoval en tant que territoire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous paraissent pertinents pour développer ce type d'habitat participatif? Peut-être Dominique? Moi, personnellement, si c'est inscrit à l'origine dans la démarche qu'on faisait, et ça me semble être je dirais, de tous les territoires, peut-être des territoires un petit peu comme la SSA, qui sont les premiers les premiers bénéficiaires d'une organisation qui répondent à des besoins en collectivisant un peu les moyens et les espaces. Et quand on parlait un peu, je dirais, des moyens que certains n'ont pas de pouvoir accéder à ce genre de truc, on disait, bon, ben, il faut réduire nos appétits de surface, de mètres carrés, pour laisser un certain nombre de possibilités, grâce, par exemple, à la laverie collective. Tu la retires de l'espace de la maison, ça diminue l'espace utilisé, et on pourrait aller un peu dans ce sens. La chambre d'amis, c'était un peu la même chose. Ça permet de diminuer chez toi. Voilà, parce que moi d'une manière un peu, je dirais, plus scandaleuse que pour vous, quand on a 2 enfants, quand les 2 enfants ils partent, tu as 2 chambres qui sont libres. Si bien que je me disais à un moment donné, le hameau de Manchepomme, c'est un complexe hôtelier où il y a 60 chambres disponibles, puisque il y avait à peu près. Et donc, quand on a logé des articles comme ça, voilà. Parce que on ne sait pas comment faire pour. Parce que d'ailleurs, vous logez aussi des artistes durant le festival. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu naturelles, mais aussi, moi, je loge une femme et son fils. Qui était un peu Et puis il y a 36 demandes, hein, il suffit d'être attentif. Mais c'est vrai que c'est pas automatique, ça s'est pas créé automatiquement. Il y a quelques-uns qui sont dans cette disponibilité-là, c'est pas généralisé complètement. Donc Dominique, en fait, il y aurait un enjeu à développer l'habitat participatif au regard des questions de densification, de préservation des sols, donc même juste au-delà simplement de construire un peu la communauté, en fait. C'est vraiment pour répondre aux enjeux de demain. Et peut-être Roland, là-dessus, c'est quoi ta vision de l'habitat participatif de demain, même si le projet est relativement récent? Est-ce que vous avez arrivé à en discuter avec d'autres habitants qui auraient envie, en tout cas, de le développer sur le territoire? Il y en a plusieurs maintenant, habitat participatif sur le territoire. Je pense qu'il y en a une majorité dans les milieux ruraux, et l'intérêt, entre autres, c'est que je vois et qui est différent par rapport à nous, c'est souvent il y a un maraîcher qui va s'installer sur le lieu, donc ça va permettre en plus de un emploi avec un travail, des gens qui vont travailler, et ça, dans ce que j'ai visité, ça redynamise quand même un petit peu les villages autour, quoi. D'accord. Voilà. Sur le territoire du Sicoval? Oui, après il y a Masco par exemple, c'est à côté de Muret. Il y a à côté de vers Saint-Gaudens, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans 01. Là. Oui. Voilà, enfin, il y en a plusieurs, ouais, dans le. D'accord. On a eu un projet longtemps avant d'arriver à l'ouverture du canal, à Montbrun du Lauragais. Du Lauragais, on était à Montbrun du Lauragais avec. Alors, justement, une question, est-ce que vous êtes monté aussi en réseau? Est-ce que oui. Vous retrouvez, est-ce qu'il y a... Mais au départ, l'idée, c'était aussi d'essaimer d'abord de rencontrer d'autres projets. On avait monté une association qui s'appelait Alter Habitat Midi-Pyrénées. Okay. Après, c'est appelé Alter Habitat Toulousain, je crois, ou Midi-Toulousain, je ne sais plus. Donc, l'idée, c'était de faire converger des idées, que des gens qui chercheraient un endroit, un habitat participatif puissent avoir une sorte d'annuaire. Donc, du coup, voilà, il y avait cette idée-là, ouais. Et après des CME, oui, puisque de toute façon, il y a eu beaucoup de visites. On a eu la visite des SAE, on a eu visite des étudiants, on a eu visite des sociologues. Enfin, il y a eu plein de gens qui sont venus parce qu'ils trouvaient que voilà, c'était innovant et intéressant. Super. Donc, à quand la visite du CODEV? Voilà. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Allez. Donc, il est 40. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions? Non? Ah, Audrey, tu veux prendre la parole? Alors j'ai une question qui m'est venue qui est peut-être hors sujet, mais je la pose au cas où.
Je voulais savoir si vous preniez, si vous accueillez ou s'il était éventuellement possible d'accueillir des personnes qui sont, par exemple, SDF pour X raisons, parce que le système ne leur convient pas et qui voudraient changer de mode de fonctionnement au point de pas y adhérer du tout à celui actuel. Et pour le coup, je pense qu'il y en a qui, comment dire, s'ils sont pas intéressés par le système actuel, le vôtre est un système différent. Est-ce que vous avez pensé à cette possibilité d'accueil ou de personnes qui pourraient être intéressées? Je vois pas trop C'est-à-dire, souvent on peut les loger chez l'habitant. Ça, on le fait. D'ailleurs, on a logé des personnes sans papier, qui étaient en recherche de papier. On a logé, comme je disais, des artistes comme ça. Après, on peut utiliser la chambre d'amis pour loger les gens. Mais je vois pas, enfin, pas si c'est quelqu'un qui le fait, je vois pas. Je pense que, Audrey, tu comprends assez que ou c'est quelqu'un qui est Laure et bon, ils sont un peu SDF, et donc ils ont habité chez moi, mais c'est pas vraiment des SDF, toi. Quand effectivement tu prends en charge des gens qui socialement ont une problématique, t'es pas tout seul. Il faut qu'il y ait ce soit un accompagnement social beaucoup plus élargi, si tu veux, toi. Ou alors, bon, tu as marqué l'abbé Pierre, là, tu as un grand cœur comme ça, et tu vas faire un certain nombre de choses. Bon, mais je pense qu'effectivement, tu as raison. On est un milieu qui pourrait être plus récepteur de ce genre de choses, mais aidé par la collectivité et les services sociaux, parce que autrement, bon, je dirais, c'est se mettre souvent dans des difficultés assez lourdes. Et on le trouve même collectivement, au collectif La Maison, si tu veux. Quand effectivement, il y a eu ce coltinet des gens un peu en rupture de société qui commençaient à foutre le bazar, ça a fait que on a mis des clés, on ferme la clé, et puis donc c'est un souci, tu as raison, qu'il faut avoir, mais n'est pas suffisamment. Ça peut être aussi dans un autre cas de figure, tel qu'une catastrophe naturelle, Oui. ou à l'opposé des conflits à l'autre bout du monde, Voilà. qui font qu'à un moment donné, il y a un besoin de logement d'urgence. Oui, Sur une période de temps. Voilà, on le fait plus ou moins. Après, on a été effectivement dans notre histoire, notre préhistoire de Caracol, accueillant les Kosovars qui étaient immigrés là. Et on a travaillé avec les Bosniaques pendant tout le temps où il y a eu la guerre. Mais je dirais, là, immédiatement, on a eu, à un moment donné, on a un autocar là, qui va être bientôt un bel autocar, l'idée d'aller en Ukraine. Mais bon, ça se fait pas comme ça. Hein. Je dirais que c'est tout un ensemble. Voilà. Et puis. Alors là, on sort un petit peu du périmètre. Voilà. Bon, Voilà. mais toi, c'est peut-être porteur de ta question, mais c'est voilà. Et c'est vrai que nous, c'est quand même dans les fondamentaux au moins de Caracol, pas obligatoirement du collectif, mais de Caracol, l'intervention en Bosnie et au Kosovo, toi. Ouais. Alors Audrey, ce sera peut-être la dernière question, ce que je vous propose. On t'écoute. Ouais. Oui. Non, Audrey, tu voulais. C'est juste pour peaufiner. Alors Audrey, on t'entend pas. Il y a peut-être un problème C'est juste pour peaufiner. C'était pas l'idée de faire. Vous m'entendez? Alors il y a des coupures. Très mal. Ouais. Alors je te propose peut-être de couper la caméra pour voir si ça fonctionne mieux. Ou si tu préfères, tu peux poser ta question dans le chat et puis. Ou en langage des signes, peut-être. Allez, peut-être en attendant une question de Patrick. Alors juste, c'est un peu hors sujet, mais quel était l'objet de cette association qui s'est dissoute? Ma maison, c'est ça, hein? Collectif La Maison. Non, collectif La Maison. C'est pas dissoute. Ah, j'ai pas compris alors. Non, le collectif La Maison était installé dans une maison dite l'économie sociale et solidaire, Ouais. et on l'a squatté d'une manière tout à fait. Alors, égalité sur le sujet, je vous propose qu'on en parle après. Merci beaucoup Dominique, merci Roland.
C'était très intéressant. Avec grand plaisir, peut-être, François, d'imaginer de vous rencontrer sur le terrain. Oui. Ah oui, ça serait Et- bien, et- ouais. Et du coup, hein. Oui, c'est ça, ouais, ça serait super. C'est un voisin. Et ce qui est très intéressant, c'est un retour d'expérience sur une période de temps qui est relativement longue. Et donc, avec grand plaisir de voir comment on pourrait justement faire des préconisations dans ce sens-là auprès donc, de nos élus psychologues. Super. Mais depuis, on a plus refait la fête. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est intéressant de voir voilà, que ça dépend aussi de pas mal de dynamiques. On ne pourra pas juste nous faire des préconisations en disant il faut prendre un habitat participatif. Il faut vraiment imaginer des choses concrètes, autant sur la question juridique PLU, mais aussi technique et culturelle. Donc, merci à tous. Mais je dirais un Peut-être un dernier mot. un petit mot, c'est qu'effectivement, petit à petit, il y a la défaillance des citoyens, et là, c'est là où la collectivité doit venir suppléer un peu pour redonner des possibilités du dynamisme quand effectivement les forces vives commencent à s'émousser un peu. Et je dirais que c'est là que il faut qu'on trouve socialement, politiquement, collectivement des éléments qui puissent aider. Si effectivement on est dans le bon sens, quoi. Je crois que. Mais là, nous, le constat, c'est qu'effectivement, en vieillissant, on s'améliore pas beaucoup. Donc, intergénérationnel. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée.